football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut les zonards, welcome aux Folies Bergères, salle mythique de la fin du 19e siècle qui doit son nom aux fameuses soirées qui étaient organisées ici à la fin des années. Mais qu'est-ce qu'on se fout? Qu'est-ce que je raconte? The Place to Be, aujourd'hui dimanche 26 mai, c'est ici aux Folies Bergères pour Champions Rire édition 2 à l'initiative de Mosaïque 75. Alors c'est quoi Champions Rire? Déjà, l'année dernière c'était complètement fou et cette année ça promet d'être encore plus fou. Vous prenez les meilleurs humoristes du moment, vous prenez des footeux, ou des anciens footeux, vous prenez des chanteurs de fous, vous mélangez comme ça. Ça vous donne un savoureux mélange et surtout ça vous donne Champions Rire. Champions Rire, c'est ça. Ça va mon Omar, je suis très content de te voir ici. Mais je suis un peu étonné de ne pas te voir sur le pré. Et ils ont hésité parce qu'ils savent que le problème, c'est que quand moi je viens, les ballons, ils sont attirés. Toi, ils viennent tous vers moi. Donc c'est vrai que ce point-là, c'est les ballons qu'ils choisissent. Je préfère rester dehors. Je vais te demander d'être très honnête. Est-ce que la balle a collé quand elle était en l'air? Non. Non, mais parce que moi, j'ai besoin un peu, je suis rafistolé, c'est ça, donc j'ai besoin un peu de me mettre en ambiance. Je peux pas... J'ai besoin de la chaleur humaine d'abord et ensuite de la chaleur de mon corps. Là, je te reconnais bien, l'amour, le romantique du foot. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait un petit peu vibrer là? Et non, je lui dis à Robert Piret, je dis écoute Piret, fais un chewing-gum, fais un truc. Mais bon, il dit que s'il n'est pas pour goal, ça y est, il est un peu, disons, absolument. Donc, mais on verra au fur et à mesure, ça c'est tout. Ben, c'est bon, c'est quand même un exercice un petit peu plus compliqué parce que c'est plus petit. Bon alors, je vous disais c'était à l'initiative de Mosaïque 75, il y en a un aussi qui est à l'initiative de tout ça, c'est Smaïl Bobdella, celui qui organise la soirée, on va aller essayer de le trouver, venez avec moi. Bon, raconte-nous, Champions Rire en gros c'est quoi? C'est la deuxième édition déjà? C'est la deuxième édition de la Champions Rire, c'est un spectacle de stand-up autour du football. On sait que c'est deux univers qui plaisent aux gens et qui réunissent les gens, qui rassemblent les gens, donc l'idée c'était de faire un spectacle, mais c'est bien, c'est la vie, c'est la vie. Il est difficile, là. Ah, parce qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais. On t'a même pas vu quand t'es passé. Pardon, bah pareil. Bon, on s'est dit qu'on allait essayer de réunir des univers artistiques et sportifs que les gens apprécient et qui réunissent aussi les gens. Je crois qu'il n'y avait pas mieux que le foot et le spectacle. Et quand on a parlé aux humoristes, notamment à Redouane, à Boudère, de faire des blagues autour du foot, eux de toute façon, les blagues ils les font sans qu'ils soient sur scène autour du foot. Parce qu'ils viennent beaucoup du foot, ils adorent le foot, ils chantent sur le foot, ils chantent le foot, ils chantent les genres de foot. Donc c'était une évidence finalement de refaire ça. Quand tu me dis ça, moi j'ai l'impression que c'est un mec qui veut organiser son anniversaire, il va inviter tous ses potes, on dit alors qu'est-ce qu'ils kiffent mes potes? Ils kiffent le foot, ils kiffent la musique et ils kiffent l'humour. C'est un peu ça, tu réalises le rêve de tous les gamins. Et est-ce que je peux me faire une confidence? Tu sais très bien que tu aurais été invité et que tu l'aurais fait avec moi et qu'on aurait kiffé parce que c'est exactement ce qu'on aurait voulu. Faire un five, rigoler, manger, boire un coup ensemble et avoir un ou deux mecs qui font les guignols dans le vestiaire ou dans la salle ou au resto, c'est ce qu'on vit au quotidien au final. Et ben nous on s'est dit pourquoi on le ferait pas avec encore plus de monde. J'aime bien l'idée de l'anniversaire, c'est un anniversaire géant. On va dire que c'est l'anniversaire de tout le monde et que tout le monde est invité. Ouais, bon anniversaire à Mosaïque 75 du coup. Rapidement, pourquoi les Folies Bergères? On s'est dit, la première fois on l'a fait au Parc des Princes. C'est logique de faire du foot au Parc des Princes. On a fait les deux dernières éditions au Cirque d'hiver, au Cirque Bouglione, dans une salle mythique, surprenante parce que c'est un rond comme le rond central. Là on a voulu aller encore plus loin en se disant personne n'a jamais fait du foot dans cette salle-là. À jamais les premiers. Tu sais pourquoi ça s'appelle les Folies Bergères ou pas? Non, mais ça me fait très peur quand tu me regardes avec ta tête. Je te pose une question. Est-ce que j'ai envie de savoir? Je te le dirai en off si tu veux. Mais je pense que ça pourrait te plaire. Juste, tout à l'heure, j'aimerais bien que tu m'emmènes dans ton endroit préféré ici. Tu parlais de salle mythique, je veux que tu m'emmènes dans ton endroit préféré. Ouais.
là, c'est très bizarre. Tout à l'heure, on était avec Smaïl, il nous racontait, il disait qu'il était très content. Mais là, il est perché un petit peu en haut. On va aller le voir. Smaïl, tu peux nous expliquer ce que tu fais là? Tu m'as trouvé? T'es le seul à m'avoir trouvé, hein, personne. Ah, parce que j'étais là, on te cherchait, tout le monde disait il est où Smaïl? J'ai juste levé la tête et je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que t'es le seul à lever la tête. Ça, c'est mon endroit préféré. T'es venu tout seul, je voulais te montrer. C'est mon endroit préféré parce que là, je vois tout le monde et personne ne me voit. Donc là, tu vois, je surveille Benoît. Est-ce que dans ses courses de replacement, il est assez efficace? Tu vois, la talonnade, ballon perdu, je vais devoir noter. Bien joué. Bon, là, pour le coup, il a été plutôt pas mal. Là, c'était très très bien joué. Je surveille aussi Ali. Tu vois, il y a Ali là-bas. Bah Ali, là, il est assis. Donc, je vais lui faire un message sur son téléphone. Tu te lèves et tu bosses. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu ton meilleur élément, non, Ali? C'est mon élément majeur. Donc, si lui est défaillant, ça ne pourra pas aller. Pareil, je surveille beaucoup d'Ali. Donc là, s'il est là-bas d'Ali, ça va. Ça va. Tiens, regarde, tu vois, avec le costume de mariage, eh ben, c'est Dalil. Là, il ne sait pas que je le vois. Hop, le nombre de pas, attends. Action, très bien, il est dans sa mission. C'est très bien. Hop, hop. Et tu reviens ici à peu près combien de fois dans la soirée? Alors, ça dépend où est Dalil, parce que j'ai vraiment une caméra sur lui. Mais regarde là, fais voir. Très bien. Il dit bonjour aux gens, il vérifie à ce que tout le monde passe un bon moment. Donc voilà, c'est mon poste d'observation. Toutes les 15-20 minutes, je me pose là. Alors des fois, parce que je pense que des gens ont croisé mon regard, je me mets de l'autre côté, je fais attention à ça. Écoute, alors promis, ça reste entre nous. Je dirai à personne, mais bon, voilà, je vais faire en sorte que personne me remarque en train de toi. Non, ça reste entre nous. Ouais, t'inquiète, ça reste entre nous. Bon, je te laisse bosser. Bon, vous avez vu, hein. Derrière tout ça, ça sent pas la rose du côté de Mosaïque 75. Robert, il y a 20 ans, ton Arsenal, terminé champion de Première Ligue en étant invaincu. Quel souvenir, quelle image tu gardes de cette saison? Effectivement, ça fait 20 ans déjà. Le temps passe vite, voire très vite. Disons que c'était une saison complète, évidemment très dure, très compliquée parce que c'est la Première Ligue, parce que tous les week-ends... sont des matchs très, très délicats à gérer, très compliqués, c'est un combat physique. Je ne parle pas le fait de jouer contre les Man United, les City, Liverpool, Chelsea ou Tottenham, mais c'est-à-dire qu'il y a des matchs et des déplacements qui étaient très, très périlleux, j'ai envie de dire, voire même dangereux, mais bon, c'est comme ça. C'était à l'époque de cette Première Ligue. Donc aujourd'hui, le jeu a un peu changé, un peu évolué, mais après... quoi qu'il arrive, que ce soit nous les joueurs ou les supporters ou même certains médias, ils restent assez nostalgiques de ce qu'on a pu faire et surtout réaliser. Aujourd'hui, tu l'as dit, ça fait 20 ans, personne n'a réussi à le faire, personne n'a réussi à battre justement ces 49 matchs sans défaite. Je pense que quelqu'un un jour le fera, c'est écrit et tous les records sont faits justement pour être battus, mais... ça a été une très très belle saison. Après, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a peut-être des matchs en particulier parce qu'ils ont été compliqués à gagner. Lequel te revient en tête là, si tu devais en choisir lequel un? Ouais. Je pense qu'on est tous, on sera tous unanimes pour dire que le Arsenal-Liverpool, vers la fin, je ne sais plus quel mois, mais on approchait la fin du championnat. Celui-là, il a marqué un peu les esprits parce que on est à la mi-temps, on est mené 2-1 et on est malmené, on joue pas très bien, on n'arrive même pas à développer notre jeu et c'était un peu justement notre force à Highbury. Et puis à la mi-temps, on a pris une soufflante d'Arsène Wenger qui était déjà, pour le souligner, très rare parce qu'il s'énervait pas beaucoup. Et puis là, il a senti qu'il se passait quelque chose et en fait, le discours, il a été simple, il a été dur. Et ça nous a permis de nous réveiller. Donc d'un 1-2, on passe à un 4-2 au final. Et c'est vrai que ce match-là, pour nous, les joueurs, a été une vraie référence parce que c'est Liverpool et puis parce que c'est un adversaire qui aussi joue le titre comme nous. Donc ce match-là. Le Robert Pires Prime, pour beaucoup, c'est forcément la période Arsenal avec les Frenchies. Toi, à quel moment dans ta carrière tu t'es senti le plus fort?
Le plus fort, là où j'ai atteint, j'ai envie de dire, le sommet, c'est Arsenal. Ouais. Certainement, ce qui est paradoxal par rapport à ce que j'ai vécu, mais c'est surtout la saison 2001-2002. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est là où je me blesse. Je me fais les ligaments croisés. On est fin mars et on est à 3-4 mois de la Coupe du Monde 2002. Et en fait, c'est là où j'ai atteint vraiment le summum de ce que je pouvais faire ou réaliser. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais tellement bien, j'avais vraiment confiance en ce que je faisais, en mes qualités. Puis après, pour être performant quand tu es joueur ou quand tu es un athlète de haut niveau, j'ai envie de dire que l'entraîneur y est pour beaucoup. Donc le fait que ce soit Arsène Wenger, le fait que on parle la même langue, qu'on ait un peu aussi la même approche du football ou qu'on parle entre guillemets le même football, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, bien sûr, les coéquipiers m'ont beaucoup aidé, ça c'est sûr. Là, en parlant de tout ça, en revenant un peu sur ta carrière, est-ce que ça te manque, le foot, de jouer au foot? Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, ça me manque énormément parce que j'aime ça, parce que je suis un passionné, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais dès que je peux, je joue. Je suis là avec vous aujourd'hui pour Mosaïque 75. Donc, en fait, moi, j'aime ça. J'ai ça dans le sang. J'ai commencé, j'avais 7 ans. Ma première licence, je l'ai signée à 7 ans. J'étais dans un quartier de Reims. Et c'est là où l'histoire a commencé et j'irai jusqu'au bout. Donc, dès que je suis invité, généralement, je dis oui. Parce que, encore une fois, parce que j'aime ça. Et c'est vrai que le football de haut niveau nous a procuré d'énormes sensations en joie, en pleurs. Mais c'est aussi la loi du football et d'un athlète de haut niveau. Et pour boucler cette interview, c'est quoi alors du coup ta zone de confort, l'endroit où tu te sens le mieux, le plus à l'aise avec quelle personne, quel coéquipier, quel club, quel coach? Une zone de confort, mais généralement, c'est quand tu es hors du terrain, parce que c'est là où tu peux relativiser, c'est là où tu peux te ressourcer. Quand je dis ça, c'est la famille. Parce que tu reçois, surtout quand tu as des enfants, tu reçois une autre énergie. C'est toujours de la bienveillance qui vient de tes enfants, parce que eux ont toujours, j'ai envie de dire, les mots justes. Mais disons que après, sur un terrain, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition, j'ai toujours aimé être justement sur ce terrain-là. Et c'est ce que je dis souvent, et notamment aux jeunes, c'est que j'espère qu'ils mesurent la chance qu'ils ont, qu'on est des privilégiés et que c'est certainement le plus beau métier du monde. Donc j'espère qu'ils le savent et que de toute façon, pour arriver du monde amateur au monde professionnel, c'est dur. Ça, on le sait tous, mais il faut avoir des envies, il faut avoir des ambitions, et puis surtout faire beaucoup de sacrifices, parce que quand tu as entre 15 et 18 ans, je peux dire qu'il faut en faire, et parfois c'est dur d'en faire. Tu penses que c'est plus dur d'être fort au foot ou fort au paddle? Maintenant, fort au paddle. Maintenant que je suis à fond dans le paddle, c'est plus dur au paddle qu'au foot. Au foot, on peut jouer n'importe où, dans la rue, chez toi, à la maison. Le paddle, déjà, c'est un peu plus structuré. Et évidemment, techniquement, un peu plus dur pour nous qui venons du foot. On te connaît essentiellement pour tes 7 saisons du côté de l'Olympique de Marseille. Tu as aussi joué du côté de la JOCR. Quel est sans vouloir les mettre forcément en porte-à-faux, quel coéquipier le plus fort avec lequel tu aies joué? Plus fort, on en parle souvent, c'est Hatem Ben Arfa, je pense. Capable de déstabiliser n'importe quel joueur au pluriel, même quand il y a 2, 3, 4, 5 joueurs, il trouve une solution où personne n'avait pensé pouvoir passer. Donc c'était quelque chose. L'adversaire le plus fort que tu aies rencontré? L'adversaire le plus fort sûrement Clarence Seedorf, Milan AC à l'époque. Il m'a mis un des plus beaux petits ponts de l'histoire du foot. Et même moi, j'ai kiffé. Ça reste classe de prendre un petit banc par Clarence Seedorf, c'est clair. 7 ans du côté de l'Olympique de Marseille, je me doute que ton cœur, il est plutôt ciel et blanc. On a tous suivi cette saison de l'Olympique de Marseille. Est-ce que, en un mot, tu arrives un petit peu à décrire tout ce qui s'est passé cette saison du côté de l'OM? Gâchis par rapport aux 2 saisons d'avant, avec 2 coachs qui sont restés qu'1 an, avec du caractère, avec des idées tactiques. Là, il y a eu un changement complet en début de saison, avec un coach avec des principes de jeu à l'inverse de ce qui se faisait avant. Donc je pense que c'est là où il n'y a pas eu de continuité. Et à l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'on recherche, comme dans n'importe quel autre club, même s'il y a beaucoup de ferveur, de passion qui peut provoquer des soubresauts.
Mais je pense qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là par rapport à l'effectif qu'il y avait et les idées de coach, les idées de jeu du coach, pardon. Ok, merci Benoît, c'était très très cool. Merci à toi. Ah non, si, petite dernière question justement. Donc je te parlais de zone de confort aussi et de copains avec lesquels on traîne. Toi, ta zone de confort, l'endroit où tu te sens le mieux, où tu t'es senti le mieux durant ta carrière de joueur ou d'homme? Ouais, sur le terrain, tout simplement, parce que sur le terrain, on dit des fois que tu es une autre personne, mais c'est là où tu calcules pas, où tu réfléchis pas, tu penses au jeu, évidemment, à ton placement, ton déplacement, mais c'est là où tu t'épanouis. Donc, quand tu sors du terrain, tu es déjà un peu malheureux. Quand tu rentres sur le terrain le match d'après, tu es de nouveau avec le sourire. Bon, on a parlé avec Ben de paddle. Pour toi, c'est plus dur d'être footballeur ou paddliste alors? Ça dépend de l'âge. À quel âge on le prend aujourd'hui? On va dire si je le prends à l'âge que j'ai aujourd'hui, ce serait certainement plus dur d'être paddliste. Si j'étais plus jeune, j'aurais été footballeur. Mais bon, là, celle-là, elle est faite. Donc au moins, comme je ne sais pas la carrière de paddliste, j'ai une petite idée quand même. Tout ce que ça engrange à mon avis comme sacrifice, mais je pense que ça doit être beaucoup de sacrifices aussi. Tu parles de sacrifice. Florence Inamba-Pongol, pour beaucoup, a été associée à Anthony Le Tallec. C'est forcément la jeunesse de la KV verte et puis aussi les jeunes Frenchies qui débarquent à Liverpool. Tu parles de sacrifice. Justement, nous, quand on est extérieur un petit peu à tout ça et fan de foot, on a l'impression que c'est un peu facile, mais il faut énormément de sacrifices pour faire un petit peu ce que tu as pu faire. Ouais, tout est basé autour de ça, de choix et de décision. Moi, ça a été le premier gros choix et ça a été notamment quitter l'île de la Réunion pour venir en métropole au Havre. Changement un peu de tout, climat, nourriture, rythme d'entraînement. Les premiers mois, j'étais à un moment donné, je crois, je suis arrivé au mois d'août, j'ai fait mon premier match le 5 mars. Okay. Donc ça te montre un peu, tu vois, comment j'ai été mis au parfum sur ça, mais bon, normal, hein, le corps il voulait pas s'habituer. J'avais 11 ans, je commençais déjà à me claquer, des choses qu'on peut voir un peu plus tard, mais bon, mon corps n'avait pas spécialement accepté. Mais voilà, j'étais bien accueilli au Havre par la famille Louvel et la famille Le Tallec. Donc ça a bien sûr facilité les choses. Après oui, c'est fait beaucoup de sacrifices parce que on voit pas nos proches, on voit pas nos amis. C'est très rare et compliqué de garder contact avec. On est quand même beaucoup de passages partout où on va. Surtout moi qui a bourlingué un peu beaucoup. Hein. J'ai dit un peu beaucoup, hein, pas beaucoup. Oui, non, je rigole. Ouais, quand même. 14 clubs, 9 pays. Ouais, j'ai pas mal bourlingué. T'as voyagé, un aventurier. Ouais, un globe-trotter, ouais. Mais à un moment donné, c'était par passion, vraiment. Par passion de vouloir connaître autre chose. C'est vrai que parfois tu choisissais un club parce que tu dis tiens, je connais pas ce pays, je connais pas cette région, j'y vais, je fonce sans forcément avoir. À un certain âge, ouais. Okay. Arrivé à un certain âge, tu vois, j'arrive à 32 ans. À 32, j'ai 3 croisés. Un à gauche, 2 à droite. Si tu veux, j'ai eu cette gloire et cette opportunité de remplir mon CV assez vite, très tôt. Tu vois, avec le victoire de la Champions League, la Super Cup, etc., que j'ai 22-23 ans. Donc, c'est-à-dire, je peux finir peut-être ma carrière en pensant un peu à autre chose. T'as battu le boss du jeu. Ouais, à penser à autre chose. Et tu vois, la dernière épopée, quand je vais en Thaïlande, c'est exactement ça. En fait, j'ai la chance de faire une tournée en 2003, pré-saison avec Liverpool, et je me rends compte qu'il y a un vrai engouement autour du football. Et quand j'ai cette opportunité, la vérité, c'est que je me dis, allez, c'est quoi, mon gars, tu as 32, 33 ans, même 32, je crois. Et je me dis, allez, va kiffer un mélange de vie, de ma passion et bien sûr la vie en elle-même, quoi. Lier l'utile à l'agréable. Et t'as kiffé? Ouais, de fou. Ouais, de fou. Je suis pas parti là-bas pour l'argent. Moi, j'ai pas de problème là-bas. Je prenais 16 000 dollars par mois, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'est très bien, mais c'est pas, voilà, dans le milieu du football, on va pas se mentir, c'est pas grand chose, tu vois. Et je suis parti là-bas pour ça, et c'était cool parce qu'à côté de ça, ouais, tu as 1, 2, 3 jours de repos, t'allais un peu sur les îles, regarder, voilà, d'autres choses. Et moi, c'est vrai que je suis passionné un peu de la vie et de la culture de ce que la vie peut nous proposer, en tout cas. La mise au vert, elle est plutôt cool. Question un petit peu classique, le coéquipier avec le plus fort avec lequel tu as joué? Ouais, je dirais Santi Cazorla. Ça va faire plaisir aux aficionados. L'adversaire le plus costaud que tu as affronté?
Ça dépend. Alors, il n'était pas dans mes alentours. C'était Messi et Cristiano, je pense les deux. Après, en duel, le fait que j'étais attaquant, c'est Gabriel Heinze. Ah ouais, laisse tomber, tu courais, tu prenais des tartes, bam. Tu te dis, ouais, pas de faute, rien. C'était tellement bien fait. Voilà, un Argentin qui, dans toute sa splendeur, avait beaucoup d'expérience. Et voilà, tu t'es un petit peu surnommé comme le globe-trotter du foot. Si tu avais un mot, justement, pour résumer ta grande carrière, ce serait lequel? Je pense... j'ai toujours su garder cette passion en fait du foot malgré les aléas du métier et surtout m'en protéger parce que c'est un milieu très sensible. Et aujourd'hui, si je peux garder le sourire en parlant du football, etc., c'est parce que avant tout, je pense que j'ai su garder ce côté plaisir et passion avant tout et un peu des fois laisser la compétition de côté parce que moi, je suis convaincu que la victoire n'est pas spécialement procure pas spécialement à chaque fois que du plaisir. 5 saisons du côté de l'OM, plus de 200 matchs. Je me doute que tu restes un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Le premier supporter même. C'est un club qui me tient à cœur et où j'ai passé pas mal d'années là-bas. Et voilà, c'était une grande partie de ma vie, de ma carrière aussi. Donc, en plus, je suis resté vivre dans la région. Donc, je suis régulièrement cette équipe de Marseille, donc voilà, ça reste mon équipe de cœur. Et justement, quand tu vois un petit peu la saison qui s'est écoulée, comment est-ce que tu arrives un petit peu à décrire tout ce qui s'est passé? Il s'est passé énormément de choses. Il y a eu du bien, il y a eu quand même pas mal de moins bien. Ouais, c'était une saison assez étrange où c'était très compliqué pour le club, pour les joueurs et surtout pour les supporters. Comme tu l'as dit, il y a eu du bon et du moins bon. En championnat, c'était très compliqué, surtout les matchs à l'extérieur où on n'arrivait pas à gagner et prendre des points. Et quand on sait que c'est important dans une saison de gagner à domicile, mais essayer d'aller chercher des points à l'extérieur pour être plus haut au classement. Et ça n'a pas été le cas cette année avec l'Olympique de Marseille. Et en Coupe d'Europe, où ça a un peu mieux passé, où il y a eu des bonnes performances et des bons résultats. Ils ont réussi quand même à aller jusqu'en demi-finale et tomber face au champion en titre, l'Atalanta Bergame, qui est une très belle équipe. Donc voilà, il y a eu du positif, pas mal de négatif, mais bon, on va essayer de retenir le positif. Tu as une grande carrière, que ce soit du côté de l'OM ou même ailleurs, en Turquie, ou je pense aussi à l'Estac. Quel match, là, comme ça, si je t'en demande un, je sais que tu en as joué beaucoup, mais un match qui te revient en flash dans ta tête ou auquel tu penses souvent? Le match du titre, bien évidemment, où, contre Rennes, c'est le match qui a marqué les esprits, qui nous marque aussi, nous, en tant que joueurs. Parce que bon, ça faisait 17 ans que l'OM n'avait pas remporté de titre à Marseille. Et d'un coup, on ramène le titre de champion de France. Et même l'engouement qu'il y a eu durant cette période, les supporters, la joie des supporters, de nos familles, avant, pendant et après le match, bien évidemment que ça marque les esprits. En tant qu'attaquant, je suppose que tu es sensible aux artistes qui sont derrière toi. Si tu devais choisir entre Mika Pagis, Benjamin Nivet, que tu as connu du côté de l'Estac, ou Samir Nasri? Je dirais que Mika et Benjamin, ils ont un style un peu qui se ressemble. C'est des joueurs qui sont très discrets déjà. Des joueurs très techniques, qui jouent très très simple. Qui aiment le ballon, qui aiment redoubler les passes. Ce sont deux très grands joueurs. Et Samir, c'était un joueur beaucoup plus dribbleur, beaucoup plus feinteur, plus dans la percussion. C'est un style différent, mais je ne peux pas en retenir un parce que j'apprécie le football des trois. Ouais. Et c'est des profils, Benjamin Nivet, Mika Pagis, qu'on ne retrouve plus forcément dans le football actuel. C'est des profils qui se perdent. Franchement, je peux t'en citer plein, des joueurs qui avaient un peu ce profil. Je dirais Jérôme Leroy, Mika Pagis, Benjamin Nivet, c'était des joueurs qui sont Lucho González, pour ne citer que, mais des joueurs qui jouent avec le minimum de touches, très simple, c'est à une touche, deux touches, et en mouvement tout le temps. Et j'adore ce genre de football. Est-ce que ça te manque un petit peu, le foot, de jouer au foot? Pas particulièrement. C'est vrai qu'on entend souvent dire les footballeurs à la fin de leur carrière qu'ils ont ce manque. Mais moi, je ne l'ai pas particulièrement ressenti. J'ai tourné très, très vite la page pour me recentrer sur autre chose, sur ma famille déjà, avant tout. Parce que quand on est footballeur, on est amené à avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de mises au vert. On passe très peu de temps avec nos familles. Et c'est vrai qu'à la fin de ma carrière, j'essayais vraiment de me recentrer et de me concentrer sur ma famille. Nous, on s'est appelé La Zone parce que voilà, c'est
Un terme qui nous correspond bien, c'est une zone de confort, un endroit où on aime bien se retrouver avec des amis. On sait que tout va très bien se passer, c'est un endroit où on pisse et sécure. Toi, ta zone de confort actuelle ou quand tu étais joueur, un endroit où tu aimais bien te retrouver ou un club vraiment où tu t'es senti le plus à l'aise possible. Ta zone de confort, c'était quoi? Tu peux me dire la surface de réparation. Hein. Non, ma zone de confort, ouais, bien sûr, comme un attaquant, c'est la surface de réparation où on se sent le mieux. Mais sur le côté aussi, parce que j'ai souvent joué côté gauche, donc je me sentais bien aussi sur ce côté-là. Et voilà, non. Ouais, tu peux ne pas avoir d'idée, hein, t'inquiète. Non, parce que tu demandais où je me sentais bien, dans quel club je me sentais bien. Et on m'a posé souvent cette question-là. Mais pour te dire la vérité, chaque club où je suis passé, j'ai vraiment à chaque fois été très bien accueilli. Je me suis vraiment senti bien dans chaque club, que ce soit à l'Estac, que ce soit à Metz, à Strasbourg et Marseille, où j'ai eu des entraîneurs à chaque fois où ça s'est très bien passé dans ces clubs-là. Et je ne peux pas dire que je me sens mieux quelque part que autre part, mais dans tous les clubs où je suis passé, que ce soit Metz, Strasbourg, comme je te l'ai dit, l'Estac ou Marseille, à chaque fois je me suis très bien senti dans ces clubs. T'as pas voulu jouer cette année pour Mosaïque? J'ai pas voulu jouer, on m'a proposé, mais j'ai laissé les joueurs techniques. Moi, Non, te fais pas de... ne te dénigre pas. Est-ce que tu as repéré quelques petites pépites? On rappelle, tu es entraîneur aujourd'hui du côté de Houille, en région parisienne, en R1. Ouais. Est-ce que tu as repéré quelques petites pépites pour ton Non, je les connais, les pépites. Elles sont... Ouais, c'est plus des pépites maintenant, elles sont confirmées, mais non, c'est pas le but. Là, c'est vraiment de l'amusement. Beaucoup de coups, j'ai vu. C'est vrai. Pourtant, tu vois, tu n'es pas sur le terrain. Voilà, je disais aujourd'hui, tu es entraîneur. Est-ce que c'est plus dur d'entraîner que de jouer? C'est complètement différent. C'est complètement différent. La perception n'est pas la même, la réflexion n'est pas la même, le recul n'est pas le même. Sur le terrain, alors oui, il y a de la préparation dans les deux, mais le coach est vraiment impliqué dans le quotidien, gérer aussi l'ego de tous les joueurs au quotidien. Préparer ses séances. Voilà. Le joueur, lui, il subit les séances, le coach, il les prépare. Donc, il y a déjà un travail complètement différent. Est-ce que ça te manque un petit peu de jouer au foot? Écoute, c'était passé. Mais tu vois, ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai fait le match des 100 ans de Chabandelmas. Et rien que, tu vois, rentrer encore sur la pelouse avec un stade plein et tout, ça m'a rappelé des super souvenirs. Et je me suis dit... pourquoi pas? L'odeur du vestiaire, je me doute que ça ouais, c'est top. Et même, ça m'a fait plaisir de revoir des amis, des anciens joueurs. Quoi. Si tu devais, alors tu as une grande et longue carrière, mais si tu devais retenir un match sur toute ta carrière, celui en flash, celui qui revient automatiquement le plus souvent. C'est que là, j'ai un flash de 5 matchs. Ouais. Non, il y a des matchs qui m'ont vraiment marqué. Mais un match, je dirais le... Et encore, le Bayern de Munich avec Bordeaux, parce que ça a été la bonne époque avec Bordeaux. Ça a été une saison vraiment qui m'a permis de montrer au grand public, m'a permis de toucher à l'équipe de France aussi. Et une équipe avec laquelle on a pu atteindre les quarts de finale de la Champions League en étant aussi remarquable dans le jeu. Et un super groupe, donc c'est le souvenir que j'en garde. Ouais. Et le monde du foot a enfin pu... reconnaître que tu étais un attaquant et pas un défenseur central. Voilà, merci. Enfin, quelqu'un le dit. Si tu devais retenir, encore une fois, tu en as eu beaucoup, mais un coéquipier. Pour plein de choses, hein, pas forcément pour son niveau footballistique, mais pour des moments. Pour un coéquipier. Je te mets sur une piste. Non, c'est bien. Avec Gourcuff, j'ai envie de dire. J'aurais dit Klose, mais j'ai envie de dire Gourcuff parce que je trouve qu'il a été beaucoup décrié à un moment quand il est parti à Lyon. Forcément, on a ce souvenir-là. Mais moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai vu un grand joueur. J'ai vu un gars qui était sur un nuage et un très grand travailleur. Moi, je suis vraiment partisan des joueurs. Et c'est comme ça que j'ai construit ma carrière aussi, hein, du travail, de la rigueur. Et je trouve qu'il reflétait cette image-là. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier tout au long de ta carrière? Ou vraiment, à un moment, tu t'es dit... ouais, c'est vraiment quelque chose de grand ce que je fais. C'est ce que tout le monde, chaque joueur recherche, c'est la consécration, c'est de toucher à l'équipe de France, de porter le maillot
porter le maillot de son pays. Donc là, là, tu te dis, bah, tu fais partie du haut de tableau, quoi. J'entends partout, ici et là, que tu fais partie des consultants les plus sympas, les plus souriants. Et quand j'ai tapé sur Internet, Rio Mavuba, sympa, j'ai appris que tu avais remporté le prix Orange de France Football. C'est le prix du joueur le plus sympathique tout au long d'une saison. Ça te fait quoi de remporter ça? Ça paraît assez hallucinant, mais c'est un prix qui a existé en tout cas. Un trophée reste un trophée. Hein. Ouais, je prends. Non, franchement, c'était plutôt cool. Ouais, c'était pendant ma carrière. Forcément, en tant que capitaine, j'étais souvent aller voir les médias, c'était souvent ma tâche aussi. Et j'assumais. Donc après, je suis naturel. Hein, voilà, la vie est cool, donc pas de prise de tête. Ça se voit toujours, le sourire relève. À l'époque, tu étais à Lille. Est-ce que tu t'attendais à vivre autant de belles choses quand tu as signé au LOSC? Non, sincèrement non. Parce que je suis arrivé en prêt d'abord. Après Bordeaux, je vais à Villarreal, ça se passe pas très bien. J'arrive 6 mois en prêt à Lille. En grande partie parce qu'il y a Claude Puel, donc un des meilleurs entraîneurs français. Et je fais les 6 mois, mais je pense vraiment pas que j'allais rester autant de temps. Et encore moins vivre tout ce qu'on a vécu avec ce groupe et ce club. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais gagné à la bagarre contre Zlatan ou pas? Franchement, non. En tout cas, tu fais partie des rares en France à l'avoir fait tomber. Saison 2014-2015, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Tu annonces ouvertement que tu veux arrêter l'aventure avec le LOSC, et puis il y a Hervé Renard qui arrive, et finalement tu prolonges, tu poursuis l'aventure dans le Nord. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Est-ce que c'est le coach, c'est le groupe qui a réussi à te maintenir un petit peu avec eux? C'est le président. Okay. C'est le président Michel Sédou à l'époque. C'est vrai que j'arrivais en fin de contrat, j'allais peut-être partir, et notamment à l'étranger. Et c'est vrai que là, quand il m'a fait sa proposition donc de prolonger en tant que joueur et d'avoir une reconversion au club, voilà, j'y ai réfléchi à 2 fois. Alors c'est vrai que sur l'aspect financier c'était moins important que ce que j'aurais pu avoir à l'étranger, mais il y a cette phrase qui m'a dit si tu pars on t'oublie quand même assez rapidement, et par rapport à moi ce que je voulais faire derrière, sans idée précise, mais je voulais quand même rester dans le coaching ou en tout cas dans le monde du foot, et notamment en France. C'est vrai qu'il a réussi à me convaincre, et d'ailleurs je le remercie parce qu'au final ça se passe plutôt bien mon après-carrière. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt vrai. Je me souviens de cette époque lilloise avec un milieu de terrain qui était assez impressionnant. Quel coéquipier, alors forcément au LOSC, mais aussi dans ta carrière, tu retiens encore une fois, pas forcément sur le plan footballistique, mais un petit peu sur tout ce que vous avez vécu, ce qu'ils ont véhiculé. Un coéquipier que tu retiendrais? Un coéquipier, je vais dire Florent Balmont, parce que c'est le mec avec qui j'ai joué le plus de matchs dans ma carrière. Et avec qui on est toujours amis, on se voit encore. Encore hier, on a passé le week-end ensemble. Ils sont venus de Lyon avec son épouse. Donc forcément, c'est le coéquipier qui ressort le plus parce qu'on a appris à se connaître, à se découvrir. Au début, pas forcément d'accroche. Puis au final, avec le temps, la durée, et même après le foot, parce qu'on a tous les deux arrêté maintenant, on a toujours cette amitié qui nous lie. Après, c'est dur d'en sortir un, mais ouais, je veux dire Florent. Ouais. Si tu devais retenir un adversaire? Un adversaire qui était un peu lourd à prendre, c'était Wilson Oruma. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Si, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, il était chiant parce que c'était une espèce de mini Okocha dans notre championnat. Et quand il était en feu, fallait se le prendre. Quand est-ce que tu reprends une équipe avec Jimmy Briand? Tu parlais d'amitié, je sais que vous êtes aussi bien copains. Ouais. Vous êtes tous les deux coach ou plus ou moins adjoints. Quand est-ce que vous reprenez une petite équipe ensemble? Écoute, pour l'instant, on va continuer à passer les diplômes. J'ai passé le formateur l'année dernière. Jimmy passait son DES cette année. Ouais. Donc on va d'abord continuer à apprendre, et après, pourquoi pas un jour, ça peut être bien. Et ce sera ma dernière question. Tu vois, nous, on s'appelle La Zone. On a voulu un petit peu monter ce projet ensemble avec les copains parce que... Voilà, la zone, ça nous rappelle une zone de confort, une zone où on se sent très à l'aise, où on est entouré de gens qui nous veulent que du bien. Toi, si tu devais choisir une zone de confort, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'homme, tout simplement, d'un point de vue footballistique professionnel ou d'un point de vue familial, une zone de confort, tu penses à quoi? Une zone de confort, allez, une zone de confort sur le terrain. Sur le terrain, la zone de confort pour moi, le milieu défensif, c'est quand je veux décrocher entre mes deux centraux. Là, tu es dans une zone de confort, tu vois tout le jeu. Mais sinon, ma zone de confort, c'est à la maison. À la maison, avec ma famille, sur mon canapé, tranquille. Pour toi, qui a été le plus fort sur le terrain? Le plus fort, je dirais que, en tout cas, dans mon équipe, c'était Sams. Celui qui a marqué quasiment tous les buts. Donc, il a un petit passif de footballeur. Et le plus drôle sur le terrain, alors, c'était qui? Le plus drôle, je veux dire, je me suis bien charrié avec Papa Mbappé.
Malheureusement, c'est très mal passé pour moi, donc on a perdu le dernier match. Il a du ballon aussi. Ouais, il a du ballon. pas mal. Tu as 33 ans aujourd'hui, Gradure. Est-ce qu'on peut être un Chegué encore à 33 ans? Bien sûr, Chegué, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et ça se garde, ça se garde jusqu'à mes 70 ans, si Dieu me le permet. On checkera ça alors. Ça fait 5 ans. La dernière fois que tu as sorti un album, qu'est-ce que tu attends pour en sortir un? Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent un nouvel album. Ouais, tout à fait. Bah là, je bosse dessus. Après, je bosse aussi sur le projet Congo. Donc, c'est un projet qui va revenir énormément d'artistes d'origine congolaise, la diaspora et les locaux. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Donc, c'est la priorité. T'es un peu arrivé dans le monde du rap d'un coup. Personne t'avait vu venir, t'as pété d'un coup. C'est quoi le plus dur? C'est justement de sortir le son qui va te faire péter ou de perdurer dans la durée? Je pense que les deux sont importants. Les deux sont importants, surtout à l'époque où j'ai commencé vraiment à péter. C'était pas facile, surtout pour un mec de province. Donc on a réussi à le faire. Après maintenant, le but aussi, c'est de le garder. C'est comme un permis. Ouais, c'est comme un permis. C'est bien de l'avoir, mais c'est bien de... C'est bien de le garder le plus longtemps possible. C'est quoi le son dont tu es le plus fier? Le son dont je me doute qu'il y en a beaucoup, mais... Alors là... dont je suis le plus fier... J'aime beaucoup le son Maman. C'était un son pour ma mère. Mais sinon, Chegué 8, Chegué 8, j'aime bien. Ça fait des années, aujourd'hui, tout le monde me le ressort à chaque fois. Donc. C'était quoi le délire avec Adrien Rabiot alors? Adrien Rabiot, c'était méga ça. C'était tous méga du PSG. Il y avait Rabiot, il y avait Serge Aurier. Et voilà, c'était des petites dédicaces. Tu vois, le milieu de la musique et le milieu du foot, Ils sont souvent liés, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Justement, je voudrais te montrer une petite photo. Je me suis baladé sur ton compte Twitter et je suis tombé là-dessus. Celle-là, là. Ta photo de profil, c'est Daniel Riolo avec la coupe de Bradley Barcola. Voilà, tout allait. Pourquoi? Tout à fait. Parce que je me rappelle qu'il l'a beaucoup chambré. Il l'a beaucoup chambré. Et, c'était au match, après le match contre Newcastle, je pense. Alors que, voilà, le petit vient d'arriver. Et au final, quand tu vois son entrée en jeu, il a été... moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai trouvé qu'il apportait quelque chose. Donc, il fallait juste lui laisser le temps de confirmer. Et au final, c'est ce qu'il fait. Il fait une bonne saison. Ouais. Il fait une très bonne saison et moi, c'est mon préféré là, de cette année. Bon, on attend la petite dédicace sur Bradley Barcola. Après son gros match, j'étais obligé de la ressortir. Un petit pied de nez. Riolo, on te regarde. Attention. C'est lequel le rapport le plus fort au foot? Le rapport le plus fort au foot, ça veut dire quoi? Dans quel contexte? Celui qui joue le mieux au foot. Le rappeur, tu dis? Oui, le rappeur. Le rappeur. Oui, pardon, le rappeur le plus fort au foot. Bon, il y a eu Sams tout à l'heure, tu disais. En tout cas, c'est pas NASA, ça c'est sûr. Non, je dirais Guy de Besbar. Ah oui, c'est vrai. Guy de Besbar, il a un bon niveau. T'évoquais NASA, on voit que vous êtes très liés, vous tapez énormément de bars et de délire. Quand est-ce que, voilà, on est à Mosaïque 75, c'est du foot, c'est de la musique, c'est de l'humour. Ouais. Quand est-ce que vous allez faire la Champions League et quand est-ce que vous allez vous lancer dans l'humour et sur scène? Non, l'humour, c'est tous les jours. C'est tous les jours, on va pas faire un sketch ou quoi. Et quand on se voit, on a besoin de rigoler, on a besoin de décompresser un peu. Mais en tout cas, je sais qu'on va faire un gros match. Un gros match retour qui arrive parce qu'on avait fait un match son équipe contre la mienne. Et cette fois-ci, on va faire un gros match. Son équipe avec ses rappeurs. Et moi, il y aura mon équipe avec mes rappeurs. C'est eux qui avaient gagné la dernière fois? C'est eux qui avaient gagné la dernière fois? C'est nous. On gagne toujours. On gagne toujours, donc ça va être bien. Ça va être un gros événement. Ça se prépare. Il y a un thème qu'on évoque peu souvent dans le monde de la musique ou dans le milieu du rap, c'est la paternité. Est-ce que c'est quelque chose qui a énormément changé pour toi, la paternité? Bien sûr, c'est quelque chose qui a changé pour moi, puisque aujourd'hui, t'es plus tout seul. Donc quand tu vas travailler, tu sais pourquoi tu le fais. Quand tu gagnes de l'argent aussi, tu sais pourquoi tu le fais. Le but, c'est de mettre bien aussi ses enfants, de mettre bien sa famille. Donc, tu as des responsabilités. Et c'est ça aussi qui nous maintient, qui fait que
je continue encore de faire aussi de la musique. Ouais, c'est ça. C'est une petite source d'inspiration aussi, mais en vrai, c'est pas trop bien d'être papa. Ouais, c'est trop bien. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose au monde. D'ailleurs, j'ai hâte de les retrouver là. Et rapidement, est-ce que tu t'imaginais comme ça, papa? Est-ce que tes potes ils t'imaginaient le papa que tu es aujourd'hui? Je sais pas s'ils imaginaient. Mais en tout cas, je sais pas si je l'imaginais aussi comme ça. Mais en tout cas, je suis content. Je suis content. J'ai ma femme qui gère bien aussi les enfants. Ça me permet d'avoir une bonne stabilité. Et voilà, je suis content. Je pense que je devrais faire plus. On doit toujours faire plus, faire mieux. Être un peu plus présent, puisque avec tous les projets qui se passent, je suis beaucoup à gauche, à droite. Mais en tout cas, voilà. Ça change un homme. Ce sera ma dernière question. Tu vois, nous, on s'appelle La Zone. C'est un projet qu'on a lancé parce que nous, ça nous rappelle une zone de confort, une zone où on s'y sent très très bien. On est entouré de copains. On sait qu'on est entouré de gens de confiance. Toi, ta zone de confort, que ce soit professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel, la zone où tu te sens le plus à l'aise, le mieux. La zone où je me sentais le mieux, c'était à Roubaix. C'était à Roubaix. Bon, aujourd'hui, maintenant, je suis à Dubaï. Mais à la maison, en vrai. À la maison ou au studio. Ah, donc, c'est les deux endroits où je me sens le mieux. Les honneurs habituels, vous voyez, Champions Rire édition 2 au Folies Bergère, c'est terminé. Vous voyez que la salle se vide petit à petit. On a terminé sur un show de stand-up d'humoriste assez extraordinaire. C'était très bien comme toute cette soirée d'une manière générale. Vraiment rester branché sur la zone. Il y a encore de très très belles choses qui arrivent sur la zone avec l'équipe habituelle. Les honneurs habituels, Jonathan Bellin, et allez, je sais que vous êtes beaucoup à nous le demander, à nous le réclamer. Le romantique, le philosophe de la bande, le capitaine Bobo aussi. Voilà, il est toujours fidèle au poste. Donc vraiment restez branchés. On se retrouve très très vite. Ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.